Comme a dit Jean-Paul Riopel, je suis convaincu que le type qui continue à faire ce qu'il a envie de faire ne peut passer inaperçu. C'est la constance qui compte, même dans la bêtise. Je ne sais pas ce que je ferai demain, mais je ne ferai rien pour satisfaire la clientèle. I didn't move to Europe. I got involved with a painter. Who was? Who lived there. Right. Who was that? He's a Canadian painter. French-Canadian painter. He doesn't have a name? Of course. Well, I was his mistress. Oh, I see. Shall we make a movie on him? Let's do it. It's kind of cozy. I was his mistress. Je t'ai déjà dit, la peinture c'est une maladie qu'on attrape et c'est tout. Comment faire? Et c'est incurable, malheureusement. Mais lui, il dit que c'était une maladie. Moi, je crois que c'était plutôt le contraire. C'était un remède. Quand il était dans la période où il peignait pas, c'est là qu'elle était la maladie. Je me souviens de son atelier de Montmartre, entre autres, où pour entrer, il y avait un petit chemin fait de journaux posés sur le sol, parce que sinon on marchait dans je ne sais pas combien de centimètres aussi de peinture. Donc c'était extraordinaire, j'ai le souvenir de ça. Lui, c'est toujours s'il ne collait pas au sol en marchant. Pour moi, c'est un grand souvenir. C'est un souvenir tellement... Tu vas me faire rigoler. Allez, vas-y, parle de la rue Durantais. Mais je me souviens, en étant entré là, et ça a vraiment été le choc, parce que je suppose qu'à l'époque, oui, le geste de Jean-Paul était tel qu'il devait s'en perdre dans tous les azimuts. Et non, c'est parce que j'employais des couleurs pas chères. Mais tu pouvais te permettre de les gaspiller. Oui, d'ailleurs, le gaspillage est un peu le fond de sa nature, mais ça c'est une autre affaire. Seulement, c'était les grands tableaux des années 52, 53, 54. C'était pas grand après? Non, mais c'était les premiers. Il revenait absolument radieux. Et je lui ai dit, dis donc Jean-Paul, tu as fait une toile rouge. Et très surpris, il m'a répondu, comment tu le sais? Il était absolument couvert de rouge. Pendant 3 jours et 3 nuits, il avait travaillé comme un fou. Et il avait déchargé cette espèce d'angoisse comme ça qui s'était accumulée. Ouais. Ça, là, c'est dripping. C'était jeté, c'était fait comme Pollock ou quoi à l'époque? Comment tu faisais? C'était la suite d'une masse sur le couteau. Ça. Ah, c'est fait avec le couteau? Quelquefois, il y a eu, là, il doit y en avoir encore un peu, une partie qui était faite au pinceau.
Non, moi j'ai cru que tu le prenais et que tu le jetais comme ça, par-dessus. Il y en a eu. Simplement. Non, en général, c'est la suite de la trace au couteau. Évidemment, elle peut se perdre au plafond aussi. Alors il faut prendre le tableau jusqu'au plafond. Oui, ou alors il faut conserver le plafond. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu travailler, non. Mais il m'emmenait souvent dans son atelier. Ce qui m'impressionnait, parce que j'étais petite, c'était les piles de tubes, là. Ça, je trouvais ça extraordinaire. Et puis, ce qu'il me demandait, des fois, c'était de trouver des titres pour ses tableaux. Mais j'osais rien dire, bien sûr, parce que ça m'impressionnait. Mais bon, mais le voir travailler, non, j'ai jamais vu, non. Mais c'était la matière qu'il y avait. Ces tubes, c'était presque des sculptures, finalement. Parce que il n'utilisait jamais le tube complètement. Dans mon souvenir. Il ne raclait pas comme on aurait fait avec un tube de dentifrice, quoi. Il y a resté toujours la moitié dedans. Enfin, c'est comme quand il fumait une cigarette. C'était toujours le premier tiers de la cigarette, jamais la cigarette en entier pour pouvoir en allumer une autre. Alors, est-ce qu'il utilisait la moitié du tube pour pouvoir en ouvrir un autre? Ça doit être ça, je pense. Je ne pense pas que je puisse faire le spectacle. Je pense qu'en fait, j'aime pas me voir peindre moi-même. Et si je constate que je suis dans une condition de me critiquer, que la critique je la fasse après, pendant l'exécution, je m'arrête, je m'en vais. Le fait de me reculer quand je peins, de me reculer, le tableau est fini. Ou je le détruis, ou il est fini. Parce que quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, si je me recule pour voir si le tableau est bon, je m'en vais. J'aime beaucoup mieux la porte que le bistrot d'en face. Parce qu'on me demandait combien de temps ça prend pour faire une toile. Je ne sais pas. Aucune idée. Aucune idée. Pas de notion du temps. J'entre souvent à l'atelier. J'entre presque tous les jours. Je vais tous les jours, j'ouvre la porte, je la referme, je ne peux pas rien faire. Et quand ça marche, la question de temps ne compte plus. Je peux en sortir 10 heures après, 20 heures après, mais c'est dans un autre état. Et j'ai jamais peint en fumant ni en buvant. Je peux pas. Je suis pas là. Quand il n'y a plus de couleur dans les tubes, c'est bien obligé de t'arrêter. Je ne sais pas faire d'autre chose. J'ai jamais su faire autre chose. Il faut vraiment l'avoir vu travailler pour comprendre ce que c'est, parce que rien d'autre n'existe. C'est-à-dire qu'il est totalement dans ce qu'il fait. Et il y a une espèce de perte de lui-même dans son œuvre qui est vraiment très impressionnante. J'ai toujours considéré moi-même Jean-Paul comme une sorte de geyser. Un volcan, un moteur à explosion. La sève de la vie, quoi. Comme dans les tableaux de Riepel de l'époque 1953, les vitres, les murs, le sol étaient éclaboussés de peinture. L'homme était jeune et beau. Quelle aubaine pour moi. Tout était photogénique. Pendant qu'il s'est absenté un moment, j'en profitais pour photographier le sol et les godasses. Hommage à Van Gogh. Quand je suis venu en France du Canada, la première fois que j'ai vu la campagne française, je suis arrivé avec comme palefrenier sur un bateau à Rouen. J'ai remonté la Seine. C'était une bonne introduction. J'ai dit, ça, c'est chez moi. Je m'en fous. N'importe quoi, je resterai là. Je suis resté. L'idée, c'était plutôt Paris. C'était même indispensable. Oui. Dans l'espoir. Il a trouvé un Paris extraordinaire, dans la mesure où c'était les années qui ont suivi la Libération, et que nous avons tous eu la chance extraordinaire
et unique de connaître une période de totale liberté. Totale liberté parce que les gens avaient envie d'être libres tous, que les administrations, et en particulier la police qui avait tellement collaboré, fermait sa gueule, hein, et qu'on était donc vraiment dans une atmosphère de tranquillité et de liberté extraordinaire. Pourquoi vivre plutôt à Paris qu'à New York? D'abord, il y a une question de langue qui est très importante. Je pouvais assez difficilement m'établir à New York, quoique j'y suis resté assez longtemps. Mais les contacts étaient plus faciles quand même avec les Parisiens. Parce que mes contacts avec les gens ne sont pas basés sur des contacts, comment on pourrait dire, abstraits dans le sens de... Je n'ai jamais cherché à fréquenter que des artistes. Et je préfère fréquenter les gens de la rue. Or, moi, le bougnotte du coin, c'était mon premier ami. Et comme il m'a accepté, ben, on peut dire que le français, pour moi, moyen. Après, il y a eu d'autres catégories de français qui sont greffés, mais je crois que le contact avec la rue était pour moi une chose vitale. Dans les Trois Marronniers, c'est un café qui se trouvait au coin de la rue de l'Université et du boulevard Saint-Germain. On était assis là, Georges Duthé et moi, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre, et on a vu arriver quelqu'un de loin, à qui il avait donné rendez-vous, il me semble, on ne me rappelle pas bien, on a vu arriver un gitan, et c'était Jean-Paul. C'était le Canadien qui arrive, puis il était très beau à cette époque, il était très mystérieux, en même temps il avait ce côté un peu espagnol aussi, dont je ne sais pas si c'est vrai ou pas, bon, mais enfin il en jouait un peu. Hein. Bah oui, Riopelle disait toujours que j'ai une tête d'Indien, puis finalement on voyait bien que c'était un Indien. Hein, son comportement, bûcheron, il nous expliquait ses chasses à l'ours, tout un tas de trucs, parce qu'il y avait ça aussi qu'il ne faut pas oublier. J'ai vu une fois un article dans un journal sérieux, un journal d'art, un magazine, où on disait que Riopelle était un Iroquois qui avait trahi sa race. C'était vraiment très drôle, ça. Je dirais pas sauvage, mais farouche, comme ça, oui. Pas blessé, mais heurté par probablement des tas de choses dans sa vie, et en même temps charmant, et drôle, et enfin joyeux comme ça, mais avec quelque chose une affirmation de soi très forte. Quelqu'un de très dynamique, très vivant, très gourmand de la vie. D'ailleurs, je pense qu'il le traduit parfaitement dans sa peinture. Il ne supportait pas tout ce qui était restrictif. Il avait un sens, j'en ai parlé un petit peu, de la liberté, du non-conformisme et des folies. Hein. Et il le faisait très bien. Il le faisait avec vraiment un appétit, une forme physique étincelante, une résistance à toute épreuve. Et c'était vraiment quelqu'un de très, très dynamique. Après la guerre, je crois que l'atmosphère, il y avait 2-3 facteurs qui étaient très importants. C'était l'atmosphère à la force, tout le monde était fauché. Alors il y avait une atmosphère avec tous les gens, avec les poètes, les peintures, les écrivains, les acteurs dans le cinéma, et tous les gens dans le ballet, le théâtre, et tous ces gens ensemble, ça a fait une atmosphère extraordinaire. Ça, c'était formidable. Et si on était assez intelligent, rentrer dans cette atmosphère, c'était extraordinaire. Et qu'est-ce que vous nous foutez là, monsieur Artaud? L'homme, quand on ne le tient pas, est un animal érotique. Il a en lui un tremblement inspiré, une espèce de pulsation productrice de bêtes sans nombre, qui sont la forme que les anciens peuples terrestres attribuaient universellement à Dieu. Moi, j'étais très ami, par exemple, avec un type comme Artaud. Artaud,
moi j'ai toujours voulu que les gens d'ici, en théâtre, aillent avec Artaud, Roger Blin, toute cette équipe, Mario Cazares, tout. Ils ont toujours pensé que je dois faire parce que leur monde, c'est des dieux. Il n'y a pas de dieu là-dedans. De surréaliste, il n'y a pas un qui est un dieu. Il n'y en a pas un. C'est des copains qu'on fréquente. Il venait chercher le relais surréaliste. Hein, et il ne faut pas oublier l'importance que pouvait avoir le surréalisme à l'époque, qu'il avait eu aussi à New York dans les années 40. Hein. Donc c'était quand même la référence intellectuelle et picturale. Pour moi, c'est l'art d'un trappeur supérieur. Ce sont des pièges pour les pièges. Une fois les pièges piégés, un haut degré de liberté est atteint. On disait ce qu'on pensait, on discutait entre critiques. On s'envoyait des coups de poing dans les journaux, entre artistes aussi. Et au moins, il y avait cette espèce de vitalité formidable. Et donc, dans une galerie comme celle que j'avais, où justement on montrait des choses assez variées, c'était assez fréquent. Qu'on vienne, qu'on discute, qu'on insulte même. C'était pas mal. Dans le monde surréaliste, les prises de position, c'était une façon de vivre. Il fallait provoquer, il fallait insulter, pas insulter, il fallait choquer quelque part. L'automastique, c'est de la merde. Né de la merde. C'est assez automastique comme ça. Ce n'était pas la fête sur le plan matériel, mais c'était la fête sur le plan intellectuel. Je peux peut-être parler là de la galerie du Dragon, parce que Jean-Paul, il aimait les tanières. Il aimait les lieux peut-être ramassés. Alors cette galerie était déjà ça. Il y avait une femme merveilleuse qui la tenait, qui avait d'ailleurs accueilli Breton. C'était Nina Dosset. On m'a montré ça, j'ai pas hésité. Il y avait une espèce d'air de la nature qui circulait très fort là-dedans. Et puis cette espèce de rage de la peinture, de matière. Ça sentait même, puisqu'il y avait beaucoup de matière. Mais Riopelle, c'était fort, c'était violent. Alors les réactions étaient violentes, mais moi, ça me plaisait. Et lorsque Jean-Paul a été au comble des difficultés matérielles, et quand même Jean-Paul était responsable pour réaliser que sa famille était en train de sombrer physiquement et était prêt à caler et à retourner au Canada, ce qui devait lui demander un effort moral absolument inimaginable. Maintenant, je le réalise. Et il en avait fait presque la promesse à mon père en disant « Si ça ne marche pas, bon, j'y retourne et puis on verra après. » Et juste comme la cloche qui vient de sonner, le gong a sonné et sa vie s'est transformée. Au moment où ça allait le plus mal, je n'avais ni atelier, parce que je n'avais plus d'atelier, je n'avais pas de galerie, je venais de faire une exposition auquel je n'avais rien vendu. J'ai une amie qui est sculpteur, qui me dit, j'ai fait une exposition dans une galerie peu connue, je fais de la sculpture, j'aime bien ta peinture, tu ne mettrais pas de la peinture au mur. Alors je réponds, pourquoi je réexposerais les mêmes toiles que dans la même galerie? Les gens ont vu, je n'ai rien vendu. Elle me dit, oh ça me plaît, je paierai le catalogue, j'ai un ami qui fait la préface. Et le jour du vernissage, est arrivé un marchand de tableaux qui me connaissait, il me dit, j'aime beaucoup ce que vous faites. Alors, je le regarde, je dis, écoutez, ça fait 7 ou 8 ans que vous me dites ça, moi je le sais. Hein. Ah mais non, je suis très sérieux, j'achète tout. J'ai dit, c'est assez curieux, c'est comme ça. Tant mieux. Hein. C'est une toute petite galerie, hein. Mais c'était la galerie dont on parlait le plus d'avant-garde. Et que c'était une galerie que depuis les années 20, où étaient passés tous les peintres les plus connus à Paris. Miro, il avait commencé avec des impressionnistes avant, puis Miro, Picasso, Soutine même. Il était suivi d'un de ses amis qui me dit, monsieur, avez-vous besoin d'un atelier? Alors j'ai dit, là, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il me dit, je pars en Égypte demain, passez au 52 rue Durantin, la clé est là, et je reviens dans 6 mois. Je suis resté 3 ans à l'atelier. C'est magnifique, ça.
Shirley called me up, and I said, well, come to the hotel. She said, no, you have to get up and out. Now I'm in Saint-Germain with people. And she said, you have to. So I went out, didn't want to go. And there was Riothal. I never wanted to move here, but you do what the man wants. Don't you, sweet? Mais que voulait-il au juste? L'amour fou et surréaliste prêché par Breton fait chavirer son mariage. Fidèle en amour, mais infidèle avec les femmes aimées. À 32 ans, il est au sommet de son art. Pourtant, le doute le consume. Y a-t-il une vie après les mosaïques? Jamais il n'a voulu entendre même l'idée de recommencer quelque chose qu'il avait déjà fait, ça le rendait fou. Elle est américaine, belle et sauvage. Joan Mitchell, sa muse et sa rivale. Et puis les mosaïques explosent et éclaboussent sa vie avec violence. L'idée de dire qu'il travaillait était pour lui insupportable. Je veux dire, quand vous dites ludique, oui, parce qu'il présentait sa vie que comme une énorme partie de plaisir qui était faite pour voir des amis, pour boire, pour rire. Et le travail était tout à fait en dehors de ce qui semblait être ses préoccupations, alors que, en fin de compte, c'était son unique préoccupation. Alors quand j'ai connu Jean-Paul, c'est-à-dire en 60, il commençait à être très connu. Et en 62, c'est en 62 qu'il a eu le prix de la Biennale de Venise. Et là, il était poursuivi par des marchands, il était vraiment... c'était un des premiers comme ça en France à entrer dans le système international, si je peux dire, avec beaucoup de demandes. Quoi. Il y avait vraiment une grosse demande. Je me souviens, il y avait des marchands qui l'attendaient dans la rue ici, des marchands canadiens qui le poursuivaient, parce que ça se vendait très bien au Canada déjà. Enfin, il y a eu une sorte de boom comme ça. C'était sans limite. On avait l'impression que l'argent il coulait des doigts, comme ça. C'était assez impressionnant. C'était un des peintres de sa génération dont on parlait le plus à Paris. Hein. Ces tableaux se vendaient plus cher que Giacometti et ils se vendaient très très bien. Et c'était un personnage... C'était un personnage agréable en plus, et étonnant aussi, et drôle quand il parlait, parce que quelquefois il ne parlait pas, mais quand il intervenait, c'était toujours un événement, un spectacle. Hein. On avait l'impression qu'il jouait au Monopoly, quelque part. Non, il en avait plein ses poches. C'est-à-dire, il le donnait, quoi. Il invitait toujours tout le monde. C'est fou, cette générosité-là. Je sais pas, peut-être qu'il voulait s'en débarrasser. En tout cas, l'argent, pour lui, c'était pas pour faire des conserves. Hein. Mais ce que je me rappelle très bien, que ce soit au bar de Dôme, ou n'importe quel bistrot, il s'assied très rarement, mais il va au bar, il pose ses mains et dit « Qu'est-ce qu'on boit ?» N'est-ce pas? C'est toujours comme ça. The early 60s, they were very violent. Then I went into a hard time, I remember. Oh gosh, they were a bad time.
What is not to remember? Je crois qu'avec John, ils ont vraiment plongé tous les deux dans une espèce de relation très forte, très violente et très liée à l'alcool. They call me sauvage in Europe, so I take it on. Because I'm direct and I don't speak I say what I think, and you're not supposed to. You're supposed to be diplomatic, which I call hypocrisy and lying, really. Je crois que la force entre les deux, ça a donné quelque chose dans l'art, je ne sais pas. Mais c'est comme j'ai dit à beaucoup de gens, attention avec John et Jean-Paul, fais attention, tu peux être un pauvre morceau de jambon entre deux grands morceaux de pain comme ça. C'était comme deux locomotives qui roulaient sur le même rail, un contre l'autre, n'est-ce pas? C'était la folie, n'est-ce pas? Elle était complètement folle, et Jean-Paul aussi. Et chacun complimentait la folie de l'autre, n'est-ce pas? C'était beau à voir, ils s'engueulaient toujours. Mais John travaillait et Jean-Paul travaillait, n'est-ce pas? Chacun à son côté. Les associations intimes de peintres comme ça n'est pas quelque chose de facile. Ils sont aussi physiquement impliqués dans leur production qu'ils ne sont pas égoïstes, mais égocentriques, quelque part. C'est dans l'œuvre qu'on se révèle généreux, essentiellement. Mais eux, par la force même qui se manifestait souvent par un affrontement physique, je n'ai jamais eu d'autres sentiments en les voyant ensemble que du fait qu'ils se convenaient parfaitement. C'est l'époque de Rosebud, c'était l'époque de bar de Dôme, là avec Giacometti, Beckett était toujours là, et tous ces gens. Jean-Paul était très ami avec Beckett et surtout avec Giacometti, qui était un drôle de type, Giacometti. Un drôle de type. Ses amis, non seulement il était fidèle avec eux, mais il estimait que c'était les meilleurs des meilleurs. Il était inconditionnel de ses amis. Son marchand de voitures était le meilleur marchand de voitures, le fabricant de mouches était le meilleur fabricant de mouches au monde. Et le capitaine Tempête, qui conduisait l'hydravion qu'il partageait avec Champlain-Charest, c'était vraiment le meilleur capitaine au monde. Et il était comme ça. Ce besoin d'être au centre un peu il veut qu'on l'aime, quoi. C'est pas compliqué, je crois, en fait. C'est ça le fond des choses. Il veut qu'on l'aime, il est prêt à payer pour ça, et de sa personne et de son argent, si je peux dire, parce qu'il aime plaire aussi, beaucoup. Donc il faut qu'il plaise, enfin je veux dire, il veut qu'on l'aime. Il était un grand dandy. C'était vraiment un seigneur. Guère mieux qu'un clochard dans la pente. Il était capable de vivre dans le luxe le plus effréné s'il pouvait, et aussi dans la misère la plus opulente, si j'ose dire. Il s'en foutait complètement. On a toujours présenté Riopelle comme un homme qui brasse de l'argent assez facilement, qui dépense, qui mène une sorte de vie comme ça, imaginairement idéale, alors que dans son travail, je l'ai toujours vu travailler dans des conditions d'extrême dénuement, d'extrême ascèse. Il n'a jamais eu un atelier luxueux, il n'a jamais eu un assistant pour lui tendre ses pinceaux. Ça a toujours été très spartiate, les endroits où il a travaillé. Elle a beaucoup profité de Jean-Paul. À Montparnasse et dans le milieu, elle jouait toujours la bohème, alors qu'elle était très riche. Hein? Énormément riche, énormément. J'en ai un portefeuille d'elle-même, dehors de la peinture, de $40 000, 40 millions de dollars. Pas mal. John était quand même, je dirais, dans l'aristocratie de l'art américain. Elle connaissait de Kooning, elle connaissait Pollock, elle lui a fait connaître tous ces gens-là aussi. Enfin, elle l'a introduit dans un monde qu'il, lui, ne connaissait pas, hein, qui était assez fermé, finalement. Ce
qu'il a un peu perdu, c'est qu'il n'a pas assez probablement géré, comme on dit aujourd'hui, géré sa personnalité de manière à se constituer une stéréotype de peintre. Il a vécu comme un peintre, il a fait de la voile, il a fait du sport automobile, etc. Mais il n'a jamais, disons, construit une image cohérente de peintre. Coupé. De ce côté-là, si on comparait à quelqu'un qui est un génie du XXe siècle, mais Picasso, je suis sûr, a construit une image de peintre assez fortement, ne serait-ce qu'avec ses rapports avec les photographes. Riopelle, lui, a préféré vivre, mais n'a pas eu le souci de la construction d'un stéréotype Riopelle et d'une image un peu glamoureuse ou d'une image un peu, comme on dirait aujourd'hui, médiatique. C'était pas encore l'époque, mais ça commence. Je considère la télévision, le cinéma, la presse, le journalisme comme un des grands moyens modernes d'avilissement et de crétinisation des foules. Mais j'adore les utiliser parce que, au point de vue pratique, après il n'y a plus de gens qui courent après Dali et les tableaux se vendent plus cher. Si on parlait un peu peinture, qu'est-ce que t'en penses, toi? Cameraman, you want a beer? S'il vous plaît, d'avoir un verre encore? Ça a duré... On disait on va à la gare, bon on va à la gare, on amenait les gens ici, on les prévenait pas. Ils commençaient à, surtout les bavards, les beaux parleurs, ça c'était son tour. Lui il se jubilait. Alors donc la conversation commençait et tout d'un coup, Jean-Paul se tordait de rire. Ça s'est arrivé je ne sais pas combien de fois. C'est arrivé avec les Matisse, c'est arrivé avec plein d'amis, enfin plein de gens. Comment pourriez-vous décrire en des mots simples le travail que vous avez effectué au cours des dizaines et des dizaines d'années? Peindre, c'est manger, dormir, et il a rajouté chier. Voilà. Merci bien, monsieur Riopelle. À la prochaine. Moi, je pense que l'homme a toujours figuré dans mes tableaux, qu'il y figure toujours. S'il n'était pas dans ma peinture, celle-ci serait abstraite. Or, je n'ai jamais fait un seul tableau abstrait. Dans les toiles des années 50 et 60, peu de spectateurs peuvent reconnaître des objets dans mes toiles, mais c'est tant mieux. Il n'y a aucune raison que vous y voyiez le canard que j'y ai mis. Oui, mais une feuille d'arbre, ça suffit. Hein, c'est toute une forêt. Tout c'est de la voir. Alors, dans la conception que moi j'ai de ça, c'est pas l'abstraction, mais c'est d'aller d'un geste libre, enfin, je ne parlerai pas d'automatisme, vers ça, et d'essayer de comprendre ce qu'est la nature à partir, non pas de la description de la nature, mais vers. Abstrait, ça veut dire venir d'eux, non? Donc, il n'y a pas de peinture abstraite. Si elle vient de quelque chose, elle n'est pas abstraite dans l'esprit des gens qui parlent abstraction. Roland. En ce qui concerne Jean-Paul, je ne le considère pas comme un abstrait total. C'est vrai qu'il n'est pas abstrait total. D'accord. Dans sa peinture, hein. Pas dans sa tête. C'est vrai, c'est vrai quand on regarde ces tableaux, ces affiches, ces éditos, c'est pas abstrait total. Il y a toujours une petite figuration. C'est un peu figuratif. Moi, j'ai inclassable, là. Inclassable, disons peut-être. C'est Riopelle. Hein? Ça s'appelle Riopelle. Ça, c'est la gloire. C'est du champagne un peu, c'est gai, quoi. Alors, impressionniste? Dépressionniste. Moi, j'espère toujours que le tableau que je fais fait la somme. C'est-à-dire que c'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est le définitif. Quand je le termine, je m'aperçois qu'il ressemble toujours à celui qui précède,
Et définitive, ma foi, ben non, j'en attraque un autre, quoi. J'espère toujours que le premier trait que je fais, où je commence par une masse de couleurs, n'importe où, n'importe comment, mais je peux pas dire que je commence en bas, je commence en haut, au milieu, ou n'importe où, n'importe quelle couleur. Pour moi, elle devrait être suffisante. Elle est, pour moi, probablement pas tellement suffisante, puisque ça arrive à faire des épaisseurs énormes. Mais j'ai jamais voulu peindre épais. Jamais j'ai fait de l'épaisseur pour l'épaisseur. Pour moi. Mais j'arrive pas à trouver le moment où j'en suis satisfait. Donc, j'en rajoute. Quand je peindrai mieux, j'en ferai moins épais. Là, c'est radical hein, comme passage, et on aboutit à la transparence la plus extrême. Quelque chose qui est vraiment presque du cristal. Alors qu'on était vraiment dans l'espèce d'épaisseur charnelle au début et concrète. Et on passe de la matière à l'immatérialité. C'est très lumineux, c'est une lumière rare, absolument personnelle. C'est pas un éclairage, c'est une sorte de diffusion du sentiment qui crée une lumière, qui crée une chose personnelle. C'est le fond de l'originalité en quelque sorte. Dans les dernières œuvres de Jean-Paul, c'est frappant, il arrive à un paroxysme de ce point de vue-là. On lui a beaucoup fait grief en France au moment où il a cessé de peindre avec des matières épaisses. Or, c'est une évolution formidable et très très positive. Il s'est enrichi brusquement de tout un autre vocabulaire. Et c'est ça le signe d'un grand créateur, c'est qu'il n'a pas besoin de faire référence à ce qu'il a déjà fait. Ce qui déroute les gens, ce que les gens souvent ne comprennent pas, c'est que comme il n'a plus les moyens physiques de peindre à l'huile, puisqu'il ne peut peindre à l'huile que debout, et que c'est très fatigant et qu'il ne peut pas tenir. Comme il avait quand même besoin de s'exprimer, en fait, de travailler, il a inventé toute une technique qui est liée à son état physique. Donc c'est avec les petites bombes et tout ça, des travails à plat. Et à partir de là, il a effectivement créé une œuvre qui est forcément autre, en utilisant tous les moyens qu'il avait. Et c'est fou, c'est plein d'inventions. C'est des œuvres de quelqu'un qui est malade, qui est faible, et qui réinvente complètement. Moi, je trouve ça formidable, ça. Jean-Paul place la création très haut. C'est une sorte de mystique de la peinture, finalement. Et donc, il n'a jamais voulu que la peinture soit une habitude. Il a toujours voulu préserver cette fraîcheur qu'il a, cette relation passionnelle avec la peinture. Et donc, très souvent, il ne peignait pas pendant des mois, même des années, ça pouvait arriver. Moi, je l'ai vu arrêter de peindre pendant peut-être 2-3 ans. Les gens diront s'il fait toujours la même chose, ou c'est beaucoup moins bon. On aimait beaucoup ce que vous faisiez, c'est toujours la même chose. Ou alors, ils diront, oui, on aimait beaucoup. On s'aperçoit toujours qu'ils aiment ce qui était dans le
passé. Pour les gens vraiment intéressés à l'art, de ce qu'un type va devenir, tu sais, ça se compte sur les doigts de la main. Avec mon âge, je suis considéré comme un vieux peintre académique par rapport à la jeune génération. In France, I'm an American gestural painter, which is and the lyric on top of it, very pejorative. And here I'm Frenchy because I have color and then decorative. Ooh, so you can't win, honey. And on top of it all, I'm a girl, a woman, female. I think they totally believed in each other's work, and I think they helped each other. I think kept each other going because, you know, that time in the art world, conceptual work and pop art and all kinds of things were kind of very quickly coming up and erasing the immediate past. And things didn't look good, you know, and he knew what was coming, and they worked very hard to keep each other going. Puis je trouve qu'il a quand même ce grand courage que n'ont pas eu tant de peintres que ça, même les plus doués, de courir des risques en permanence, quoi, de remettre sur le tapis tout ce qu'on a fait et on voit comment ça marche, quoi. C'est un alchimiste. J'ai l'impression que dans les années plus récentes, ce qui distingue la deuxième partie de l'œuvre de la première, c'est un peu que ce don de conteur s'est fait jour d'abord dans la sculpture. Et donc il fait ce qu'il n'a pas fait dans la première partie de l'œuvre, où quand il y avait des formes parfois reconnaissables, un profil de montagne ou quelque chose, mais c'était une illusion. Mais qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Tu veux travailler là? Je sais pas. Tu sais jamais, toi. Si on me dit il y a un contrat ou cette affaire pour telle date, je le fais pas. Il n'y en a pas de question. Dites-moi ce que vous voulez, puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis pour moi. C'est la première fois que la musique me plaît. Là, c'est super. C'est beau, hein? Ça va arranger un peu votre film. Voilà. Il y a de grandes analogies entre l'art esquimau et l'art de Riopelle, dans la mesure où l'art esquimau, c'est essentiellement l'art des chamans. C'est ce qu'on appelle le maître de l'extase. C'est lui qui fait communiquer le monde visible et les mondes invisibles. C'est lui qui a la maîtrise de la communication avec les esprits. C'est lui qui a la maîtrise du feu, de la communication avec les morts, avec les esprits des animaux, avec le ciel, avec l'espace. Et c'est lui qui organise toute la vie religieuse et rituelle de la communauté. Riopelle est très proche de cette approche-là. C'est pour des explications? Ou pour l'évêché, c'est au fou folle. C'est des explications alors. Tout ce que je peux dire, c'est que le seul jeu de ficelle que je connaisse, c'est Twic, 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 ou Monsieur Marquet, les oiseaux s'envolent. Tu prends un bout, hein, c'est ça, et tu tires dessus. Twic, 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 et tous les oiseaux sont partis. He was my 24-year live-in, okay? And then he took off with a dog sitter. That's the way it was. Il faisait physiquement, il faisait comme un ours, mais tellement beau, magnifiquement beau, mais aussi tellement tendre et sensible et gentil. Gentil comme tout.
pense que le chapeau de la dame va être bien garni. Bonjour, madame. Il était tellement romantique et comme à genoux. Chez Jones, la rupture, ça se traduit dans ses œuvres, ça se traduit par la rage et par la gestuelle. Alors que chez Jean-Paul, c'est vraiment la période où il n'a utilisé que 2 ou 3 couleurs, c'est-à-dire le noir et le blanc. Il a toujours dit que de toute manière, le blanc était la couleur de la mort, donc d'une certaine manière de la rupture. Et l'autre couleur qu'il va intégrer, ça va être dans les sanguines. Il va utiliser le fusain et la sanguine. Donc il y a 3 couleurs qui sont très chargées de signification. Et c'est vrai que Jean-Paul était un des plus grands coloristes, donc peut-être pas un hasard qu'il a laissé tomber toutes les autres couleurs. Son inspiration était totalement liée à la femme de sa vie, enfin je veux dire, qui pouvait changer. C'est surréaliste, il faut lire la morale surréaliste, c'est exactement ça, l'application de la morale surréaliste. Donc on ne retrouve pas pas dans la représentation, mais dans le... Jean-Paul, ce qu'il fait, c'est toujours pour une femme. Combien? Une vingtaine, il y avait un cartouche. Oh, tu peux faire un joueur. Oui, on sait jamais. Ça arrive, c'est déjà arrivé. Hein. C'est déjà arrivé. Moi, je crois que ça arrive à beaucoup de monde. Quand on vieillit un peu, on cherche nos racines. Et on avait besoin de partir, faire autre chose, mais après on retourne. Je crois que c'est ça. Alors la nature pour moi, c'est l'immédiat de la saison, du détail, et ça m'intéresse, qui me permet de jamais m'ennuyer quand je suis en pleine nature. Il veut embrasser les oies, les animaux, tout. Il veut caresser les poissons. Tout ce qu'il m'a dit, c'était que l'autre vie était plus là. Donc c'est pour ça que vous vous retrouviez seul sur le bateau, que la cour était partie? Oui. Oli, c'est quelqu'un de formidable, de toute façon, je crois. Ça fait partie des moments où on a justement retrouvé Jean-Paul en bonne forme, heureux de vivre, gai, jusqu'à temps que éventuellement ça se redétériore. D'un côté violent, anxieux, la vitesse, tout ce qu'on veut, et de l'autre côté, un côté maternel, prudent, avec ses filles, tout ça. Côté très inattendu comme ça, de quelqu'un qui est une vraie nounou aussi. C'est une vraie nounou, Jean-Paul, il a un côté comme ça. Toujours double. Bon, la réalité n'était pas simple du tout. Non, non. Mais qui est simple, mais non, c'était pas simple. Mais il y a de l'autre côté aussi. Il y a l'ombre, bien sûr. On avait décidé de venir à l'île aux Oies parce que c'était la période de la chasse.
On était comme en vacances, on venait profiter de la lumière qui est ici parce que Jean-Paul trouve ça superbe. Il trouve qu'après la lumière de la Seine, c'est la lumière la plus belle, celle-ci. Il y a eu la mort de Joan qui a fait éclater tout ça. Au début, Jean-Paul n'a pas parlé du tout quand il a fait Rosa Luxembourg. Je pense que sa douleur était trop grande et puis on était très silencieux les premiers jours dans la maison. Il y avait énormément de silence, énormément de douleur. Jean-Paul s'était arrêté depuis à peu près 1 année de travailler. Il se sentait pas bien. La mort de Joan a été un grand choc pour lui et puis ça lui a donné une énergie qui est allée chercher dans sa douleur, puis je pense dans le goût de transcrire des choses importantes qu'il avait vécues. Tout ce qui est parti pendant sa vie, toutes les mortalités, les séparations. Il ne peut pas parler, il ne peut pas pleurer, il ne peut pas faire autrement. Sa douleur peut sortir. Ça prend des dimensions. Il appelait John Rosa Luxembourg. Il faut passer par Jean-Paul, il faut passer par ses sentiments à lui, il faut passer par ce qu'il a vécu, et puis on sera le plus près de la réalité comme ça. Parce que c'est pas en dehors de lui, tout ça, c'est lui-même qui est toujours là. C'est finalement, il a appelé ça un testament, donc il a l'impression vraiment que c'est sa vie. Il a vraiment écrit l'histoire de sa vie là-dedans. En tout cas, vos dernières toiles sont tellement vivantes. Il y a une telle énergie. Ça, c'est l'énergie du désespoir. Si vous restait 1 année à vivre, qu'est-ce que vous feriez? J'essaierai de la prolonger. Je pense qu'un artiste ne peut pas évoluer tellement. Il fait un pas. S'il en fait 2, c'est formidable. Alors on boit un coup à la santé de Jean-Paul. Allez, à Jean-Paul. À Jean-Paul. Allez, à Jean-Paul. Ça va pas d'âme. J'étais pas très frais, quoi. J'avais pas l'œil frais. Pas très très. On va passer à table, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à manger au menu. As-tu le goût? Non.